Comment vous êtes rencontrés tous les deux? C'était en soirée, une soirée professionnelle bien évidemment. Cette histoire elle est marrante en plus parce que c'est une soirée j'étais un peu malade et je voulais pas y aller, je me suis dit allez je vais quand même aller passer voir. Si par exemple toi t'avais été vraiment malade et que t'étais pas allé à la soirée, on en serait où aujourd'hui? Parce que cette soirée c'était il y a 2 ans à peu près. Tu sais que des fois je me le dis, hein, tu sais, c'est les vies parallèles tu vois. Genre, Ouais c'est ça, des univers parallèles, à chaque instant il y a des trucs qui se scindent si t'as fait le choix. Surtout que vraiment j'étais vraiment pas parti pour y aller quoi, c'est ça qui est fou. Donc imagine là tu dis j'ai la flemme. Je suis irremplaçable. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foncière Orion, une société qu'on a cofondée avec Antoine et Félix, qui vous permet d'investir dans l'immobilier à nos côtés sans avoir de temps à y consacrer. Le but de cette chaîne, c'est de vous partager notre quotidien d'entrepreneurs, d'investisseurs immobiliers, et tout ça sans filtre. Et aujourd'hui, on va vous raconter les coulisses de la création de la foncière, comment elle a failli ne pas voir le jour. Donc en gros, pour faire un petit récapitulatif, avec Antoine, on bossait déjà ensemble, on développera un petit peu plus après depuis 3 ans, sur le locatif, le marchand et l'accompagnement. Et Félix, du coup, toi, t'étais conseiller en gestion de patrimoine, salarié dans un cabinet. Et en gros, comment vous êtes rencontrés tous les deux? C'était en soirée, une soirée professionnelle bien évidemment. Cette histoire elle est marrante en plus parce que c'est une soirée j'étais un peu malade et je voulais pas y aller, je me suis dit allez je vais quand même aller passer voir s'il y a quelqu'un d'intéressant ou puis j'arrive à la soirée. Il y avait quoi, une vingtaine, trentaine de personnes, je pense. Ouais, en gros, pour donner un peu de contexte, moi j'avais intégré un club d'affaires. Dans nos métiers, en tant qu'indépendant, c'est important de pouvoir se tisser un réseau de notaires, d'experts comptables, d'avocats, etc. Et donc j'avais intégré un club d'affaires qui s'appelle Carbao au mois d'octobre 2022. Donc ça faisait 2 ans que j'étais au sein de ce club. Et en fait, lors d'une soirée, effectivement, on avait organisé un after-work. Le fruit des hasards a fait que le président de ce club dans lequel j'étais membre, Julien, je te fais une petite dédicace, merci pour ça. C'est Julien, en fait, de mémoire, du coup, qui te connaissait. Ouais, il m'écrit sur LinkedIn, je sais pas, peut-être un mois avant. Je fais il m'a jamais écrit sur LinkedIn, il me dit ouais, je vais faire une soirée via ton club d'affaires, du coup. Et je me dis, allez, pourquoi pas. Et puis, du coup, c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Et on s'est retrouvés là-bas par hasard. Et il y avait une trentaine de participants dans ces eaux-là, un peu toute profession, agents immobiliers, courtiers, notaire, non, il y avait, je crois notaire, huissier de justice. Il y avait un peu tous les profils. Et l'idée, c'était d'échanger avec un maximum de personnes durant la soirée. On s'est rencontrés et au final, j'ai plus rencontré une seule autre personne une fois qu'on s'est parlé parce qu'on s'est plus lâché. En plus, je m'étais dit, vas-y, j'arrive tôt. J'arrive tôt et je partirai tôt parce que j'avais pas envie, j'étais malade, j'avais pas envie. Le lendemain, je me levais super tôt. Et au final, je me suis dit, vas-y, je vais rusher, je vais parler à peu près tout le monde en pas longtemps. Et s'il y a quelqu'un d'intéressant, je prendrai un numéro. Et en fait, c'est vrai que on s'est pas quitté. On s'est pas quitté de la nuit. C'est ça, carrément. On a fait la fermeture du bar. Il y avait plus personne et on s'est dit il faut peut-être qu'on rentre chez nous. Ouais, on aurait pu continuer encore à parler très très longtemps. Ouais. Pour refaire du coup un peu la scène, je me rappelle, je parlais avec un courtier et toi, voilà, t'as fait ton petit tour et tu t'es arrêté avec nous et t'as commencé à échanger. Tu nous demandes du coup ce qu'on fait. L'autre personne dit qu'il est courtier. Moi, je te dis ce que je suis, comme ce que je fais comme métier. Je me dis, mince, j'ai pas de Pinel à acheter, j'ai pas de Pinel à vendre. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et donc, quand je te dis que je suis conseiller en gestion de patrimoine, là, tout de suite, en fait, j'ai vu un langage corporel de ta part. Je me suis refermé, on était en triangle. Et en fait, c'est assez marrant parce que tu t'es complètement tourné plutôt vers le courtier. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal pour qu'il se tourne et qu'il ne souhaite plus trop échanger avec moi? Et en fait, je me suis dit, ok, donc là, par son langage corporel, j'ai vu qu'il y avait un a priori sur la profession et je me suis dit, ok, je vais essayer de déconstruire un peu toutes ces croyances. Ok, ils pensent que je vais leur fourguer un Pinel, et on va essayer d'échanger un peu plus. Et je crois qu'avec 2-3 mots, un peu des sortes de punchline, tout de suite, j'ai vu que tu t'étais un peu plus ouvert. Et tout de suite, on a compris que là, il y avait peut-être un truc à faire. Dans les yeux, ça allait mieux. C'est ça. C'est vrai que CGP, c'est un métier, ça veut tout et rien dire. Et j'ai pas forcément des a priori positifs sur certains CGP. Et là, c'est vrai que c'était la leçon. J'ai pris la leçon. Je me suis dit qu'il fallait pas cataloguer la personne directement après avoir entendu son métier. C'est ça. Et en fait, pour la petite histoire, moi, je fais pas mal de soirées justement investisseurs, IMO notamment, à peu près une fois par mois. Et en fait, j'avais jamais eu trop ce problème-là dans mon ancienne vie parce que pour refaire un peu l'histoire, moi, je suis ingénieur de formation. Cette casquette d'ingénieur m'allait très bien parce que j'étais ingénieur et investisseur. Donc, quand j'allais à des soirées IMO, etc., qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur.
Là, il y a zéro a priori, c'est assez simple et on parle tout de suite d'immobilier. Sauf que quand maintenant j'ai cette casquette à la fois d'investisseur et aussi de conseiller en gestion de patrimoine, là tout de suite il y a un mauvais a priori qui peut se faire, notamment dans le milieu de passionnés d'investissement, etc. Et donc c'est un peu compliqué d'arriver en fait avec tout de suite une étiquette qui est collée. Des fois il y a des gens qui sont plus ou moins obtus et plus ou moins fermés avec des idées hyper arrêtées et donc n'essaient même pas d'aller au-delà de l'étiquette du métier plutôt que d'essayer d'avoir une ouverture d'esprit, essayer d'échanger et de comprendre qui est cette personne. Des fois ça prend peut-être 5 minutes avant de faire comprendre aux gens quel type de CGP je suis, parce que pour moi je pense qu'il y a plusieurs types de CGP. Il y a le bon et le mauvais chasseur et il y a pareil avec les CGP quoi. C'est ça. Mais comme dans tout type de profession, j'ai envie de dire, tous les métiers, il y en a qui font bien ou mal leur métier. Où il y a plus ou moins d'a priori quand même. Ouais. Tu vois, si je te dis je suis médecin légiste par exemple, tu veux dire c'est bizarre. Ou médecin généraliste. Ouais, mais il y a des choses, il y a des métiers qui font que c'est plus ou moins connoté, c'est plus ou moins controversé. Et du coup, CGP ça en fait partie parce que globalement, l'idée qu'on s'en fait, c'est le mec qui va me prendre des frais pour me faire acheter la même chose que j'aurais pu acheter tout seul, quoi. Faut être discrétionnaire, c'est comme tout, ne pas mettre, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, essayer d'aller voir un peu au-delà des idées préconçues. Et moi, en fait, ce qui fait que je suis très différent, c'est que en fait, je suis investisseur avant d'être conseiller. Je me suis auto-formé à partir de 2017 dans le monde de l'investissement, notamment la finance et l'immobilier, jusqu'à me reconvertir et parce que c'était tellement une passion que je voulais en faire mon métier. Des fois, d'autres personnes le font par dépit, alors que moi, c'est pas du tout pour gagner ma vie spécialement, c'est juste pour vivre de ma passion en fait. Donc du coup, vous faites la soirée. C'est ça. Ensuite, vous quittez. Ouais, on se quitte et je me dis quand même tout de suite, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Tu me parles que vous, dans votre cabinet, vous avez un problème, c'est que grosso modo, il n'y a pas de solution, on va dire, pertinente pour vos clients en termes de produits immobiliers, on va dire papier. Ça tique dans ma tête. Je me dis, putain, mais nous, avec Charles, on avait comme cette idée à la base, au tout début de notre parcours d'entrepreneur, de créer une foncière. Et je me dis, putain, ça peut peut-être matcher, quoi. Je t'appelle le lendemain et je te dis, ouais, Charles, faut que tu viennes à Lyon. Parce que toi, à l'époque, tu habitais à Dijon. Faut que tu viennes à Lyon la semaine prochaine. Faut qu'on mange le midi avec Félix parce qu'il faut qu'on parle. Faut que tu le rencontres déjà parce que c'est quelqu'un d'intéressant. Donc, moi-même, a priori, je dis, mais pourquoi je rencontre un CGP en fait, à quoi ça sert? Et c'est un peu ce qui m'a marqué en fait pendant la soirée. On avait pas mal échangé et 3-4 fois, tu me dis pendant la soirée, il faut que je te présente mon associé Charles Arthur. Et tu me l'as rabâché. Et je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à faire, effectivement. Donc, effectivement, c'était un jeudi soir. Et de mémoire, le lundi midi, tu avais fait le déplacement pour venir me voir et qu'on se rencontre. 4 heures de route, quand même, pour voir Félix. Hein. Pour manger une pizza ensemble et puis pour échanger un peu plus amplement là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et là, je me dis, tu vois, ça matche bien, mais j'étais pas très inquiet sur le fait que ça allait matcher. Mais au début, moi, je viens en mode. J'ai toujours pas compris pourquoi je suis là, mais tu m'as dit de venir, je viens, vas-y, fais tes preuves, tu vois. J'ai pas beaucoup de. Je sais pas pourquoi, mais c'est cet a priori négatif de la profession, vraiment. Et toi, à l'époque, du coup, t'étais donc salarié dans un cabinet en gestion de patrimoine, donc les gens avec qui on est associés également. On échange, on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on rencontre du coup tes deux ex-patrons entre guillemets, Sébastien et Laurence. Et je me souviens qu'après la deuxième étape, en gros, c'est on fait un déjeuner où il y a Sébastien, Laurence, il y a toi. C'est ça. Et Charles et moi, je crois que c'est ça. De mémoire, c'est ça. En fait, moi, j'avais été, on va dire, l'entremetteur où on avait détecté un besoin. Moi, j'en avais parlé de mon côté cabinet et je leur ai dit, par contre, il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc, rencontrons-nous, faisons un déjeuner. Et l'idée, effectivement, c'était de voir poser sur la table un peu les besoins, les problématiques de chacun et essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer potentiellement quelque chose, une certaine synergie. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ouais, je me souviens, c'était un peu stressant parce que comment t'arrives à les convaincre de venir déjeuner avec nous, tu vois. En gros, il y a deux mecs qui sont sortis nulle part, ouais. Ils ont fait un truc. Pour le coup, tu vois, on en a jamais parlé avant, mais je me suis dit, quand même, ils étaient bien installés sur la place lyonnaise, ils ont un cabinet qui tourne, je me suis dit... parce que ça fait 15-20 ans qu'ils font ça, ouais, avec une certaine clientèle. Pour être, de mémoire, si je creuse un peu... Ils voulaient pas vous voir. Non, en fait, le premier sujet qui avait été abordé, c'était que vous n'arriviez plus à vous déplafonner en termes de recherche de financement. Vous n'arriviez plus à trouver des financements suffisants pour pouvoir continuer à faire des opérations. Et donc moi, en interne, j'avais commencé à vouloir sourcer des opérateurs plutôt instits qui permettaient de lever des fonds pour continuer à vous faire de l'investissement locatif. De là, c'était un peu ce premier besoin où on s'est dit, ok, on va essayer de vous trouver, mais plutôt une mise en relation, vous donner un numéro de téléphone pour arriver à continuer à lever des capitaux. Et c'est plutôt dans un deuxième temps où on s'est dit, effectivement, pourquoi pas nous proposer un modèle, on va dire, maison. Parce que pour refaire un peu le contexte, c'était en juin 2023. 2023, ça a été une hécatombe pour les sociétés civiles, on va dire, qui étaient logées dans des contrats d'assurance
assurances vie ou des SCPI, on avait des taux de décote qui étaient juste extrêmement importants. Pour rappeler, on était quand même sur des hausses de taux fulgurantes. Le marché de l'immobilier a perdu entre 5 et 10% à peu près 2 ans. Sauf que toutes les solutions d'immobilier papier, en fait, se sont pris des baisses assez significatives pour des fonds d'investissement qui devaient être censés être plutôt défensifs. Outre le fait que la volatilité était bien plus importante que ce qui était prévu sur le papier, mais surtout un manque de transparence. On avait un vrai problème, c'est que quand on allait chercher des comptes auprès des intermédiaires, soit des assureurs, soit des sociétés de gestion en tant que telles, on se rendait compte en fait qu'il n'y avait aucune transparence et qu'on nous affichait des taux de baisse de 2, 3, 4% maximum, et on nous regardait droit dans les yeux, vous inquiétez pas, ça ne va pas baisser plus. Sauf que 3 semaines après, on se tapait des moins 10% de baisse, et donc là forcément toute confiance est rompue, voire des 2 fois moins 10%, donc des baisses de valeur de moins 20% des fois sur des actifs avec des sous-jacents immobiliers. Puis pour les clients, une incompréhension complète. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que des sous-jacents immobiliers en théorie résilient, ne l'était pas au final. Donc là, on avait vraiment un manque de transparence, de lisibilité et de résilience tout simplement sur des sous-jacents sans gestion en fait. Alors que là, le risque-rendement, il est complètement déséquilibré, c'est-à-dire que tu as un rendement qui est moyen-moins, par contre, tu as un vrai risque en face, quoi. C'est pas comme si c'était safe comme du fonds euro ou l'équivalent. En fait, là, on s'est aperçu qu'il y avait une asymétrie du risque-reward. Ouais. Fonds euro, plus 1, plus 2, 0, supposé garanti. Comment tu peux faire plus 1 ou 2 de performance, mais par contre, tu es garanti sur ton capital. Donc, tu as un très faible rendement, mais tu es garanti vraiment ton capital. Alors qu'avec une société civile, on était à grosso modo entre 3 et 5% de rendement. Mais en théorie, avec le risque de la perte avec un risque de perte entre 3 et 5%. Normalement, il y avait une certaine symétrie dans le risk-reward. Et en fait, pas du tout. L'espérance de gain était de 4 ou 5% versus une espérance de perte qui était plutôt entre 10 et 20%. Et donc, partant de ce constat, avant la création de la foncière, vous faisiez quoi? Vous faisiez moins d'IMO, vous alliez sur d'autres solutions, peut-être un peu plus court-termistes, en attendant de voir un peu ce qui se passe au niveau des taux? Ça a été compliqué dans le sens où, effectivement, les supports d'investissement, on va dire, sans gestion pour l'immobilier, ont été grosso modo désinvestis. La solution de repli, c'était plutôt des lignes obligataires, sauf qu'en 2023, ça a été aussi la baisse des actions et des obligations. Normalement, on est inversement corrélé entre les obligations et les actions. Et là, en fait, les deux ont baissé en même temps. Donc, en fait, on n'avait plus aucune solution de repli. Tout était corrélé. Et donc là, on avait vraiment eu du mal à gérer les portefeuilles. Mais du coup, plus trop de solutions IMO. Si vous aviez une clientèle qui trop de solutions IMO. Dans mon allocation, j'aimerais avoir 30-40% exposé à l'IMO. Finalement, il n'y a plus de solution, on va dire, pierre-papier à leur proposer. Non. Qui soit satisfaisante en termes de risque-rendement. Parce que les CPI existaient toujours, mais vous êtes dit, c'est terminé, on n'y va plus. C'est ça. Vous vous dites, ça serait pas con de se rapprocher d'opérateurs qui, eux, ont besoin de nous, et nous, on a besoin d'eux, et on pourrait construire quelque chose d'intelligent ensemble. Après, par contre, je me rappelle d'une autre fois où on s'est revus, où on a pour le coup commencé à faire une ébauche un petit peu du modèle, de ce que ça pourrait être, de comment ça pourrait tourner, des principales caractéristiques, du fait que ce soit capitalisant, et ainsi de suite. On éprouve un petit peu le truc, on le challenge, et finalement, on se rapproche, et on commence un petit peu à se dire que ça a du sens de faire quelque chose ensemble. En tout cas, nous, on était déjà pour, et ensuite, c'était plus de votre côté, où il fallait voir si ce que nous, on avait en tête, et les personnes qu'on est aussi, peuvent correspondre à ce que vous recherchez. On avait cette idée de faire une foncière, je me souviens, on était chez moi sur mon vidéoprojecteur, on faisait des tableaux de ouf, enfin tu faisais des tableaux de ouf. On se disait putain c'est hyper intéressant, faudrait qu'on crée une foncière, et pour le coup on a eu je pense l'intelligence de savoir, enfin de comprendre à ce moment-là que c'était pas fait pour nous parce qu'on maîtrisait quasiment pas grand chose à part acheter de l'IMO. Donc on est parti faire de l'accompagnement, on a fait ça pendant à peu près 2 ans, et en fait nous avec Charles on a pas mal capitalisé là-dessus, on a pas mal investi, et on est arrivé à un point où on avait grosso modo 7 millions d'euros d'actifs bruts ensemble, comme tu disais tout à l'heure. On avait du mal à lever de la dette. On va dire qu'on y arrivait toujours, mais c'était pas forcément pertinent parce qu'on demandait de plus en plus d'apports, donc l'effet de levier il était de moins en moins intéressant. On nous demandait des contreparties autres qui étaient un peu bêtes, quoi. Moi je me voyais pas faire x2 par rapport à ce qu'on avait à l'heure actuelle, et au final il y avait aussi ce sujet où on se mettait quand même à poil quasiment à chaque fois, quoi. Grosso modo dès qu'on avait... Fois, oui. Non mais en vrai c'était débile, dès qu'on avait 10 000 euros sur le compte on les mettait dans un achat, et en fait à la fin plus ça avançait et plus c'était risqué, et on se disait que c'était pertinent de trouver des gens avec qui s'associer pour jouer entre guillemets avec l'argent des autres. Et on avait aussi en parallèle de ça pas mal de gens qui voulaient faire des SCI avec nous, donc on s'était dit mais en fait il y a des gens qui veulent investir avec nous, donc pourquoi pas faire un véhicule un peu plus important où il y a tout le monde qui rentre, et puis on achète de l'IMO, on fait bénéficier entre guillemets de notre savoir-faire, quoi. En fait à cette époque-là on avait à peu près 60 lots en locatif, et on entrevoyait mal comment on allait pouvoir faire x2 par exemple sur ce chiffre,
T'imagines en créant des SCI, il en faudrait 20, ça serait ingérable. Ouais. Et en fait, c'est ce shift-là aussi de se dire que de toute façon, soit on se dit, et il y a un moment, on avait envisagé de se dire, on va y aller plus mollo sur la dette, ou même on va acheter les immeubles cash, ça fera plus de revenus, comme ça on investit tout, mais du coup, t'as pas l'effet de levier, mais on s'imaginait peut-être un peu ça aussi, essayer de se détacher un petit peu des banques, parce que c'était vraiment ça la problématique, en fait, d'avoir des taux qui sont de plus en plus élevés, des conditions qui sont de moins en moins bonnes, et ce qui est normal, parce qu'on est de plus en plus risqué, en fait, en tant qu'individu, en tant que société. Ça tombait à pic de se dire, tiens, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut ressortir des tiroirs ce qu'on avait entrevu il y a 2 ans et même il y a 3 ans, parce que ce projet de foncier, on l'avait fait avant de quitter nos... on était enfin, c'est vrai qu'on allait partir, mais on était encore salarié. Quand on avait regardé, donc c'était 3 ans avant, ouais. Et du coup, donc de votre côté, suite à, on va dire, ces 2 rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté en débrief? En gros, effectivement, c'est des grosses merdes. Non, mais il y a eu un niveau de confiance qui a été mis assez rapidement en fait. Il y avait déjà quand même des points d'accroche qui étaient déjà faits dans le sens où Philippe connaissait déjà Sébastien. Donc Philippe, un associé avec qui on faisait du marchand déjà, Antoine et moi, et qui du coup avait déjà croisé Sébastien, donc un de tes anciens patrons, qui est associé dans la foncière et qui se connaissait déjà. Donc c'est ça. Donc il y avait déjà une prévalidation déjà. Vous étiez déjà associé avec eux. Sébastien les connaissait, donc il y avait déjà quand même une certaine approche. Et puis ils avaient aussi une pleine confiance en moi. Donc si je leur avais dit, ces 2 gars, Charles Arthur, Antoine, c'est OK. Voilà, on se faisait tous confiance mutuellement. Et on a bien fait d'ailleurs parce que tout s'est très bien passé. Mais effectivement, donc là, on était plutôt de mémoire au mois d'octobre, novembre 2023. Et après, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait? Quelle est la meilleure forme juridique pour monter le modèle? Et donc là, on est passé vraiment en phase d'audit. Qui seraient les meilleurs avocats pour nous accompagner sur la structuration du modèle? Donc je me rappelle, là, on a vraiment fait marcher nos carnets d'adresses. On avait... surtout vous, côté CGP, en fait, parce que nous, avec Charles, c'est vrai que pour le coup, on n'avait pas forcément de contact. Et c'est un peu ce qui nous avait manqué il y a 3 ans, en fait. Pourquoi on l'a pas lancé? Parce qu'en fait, on savait pas par où commencer. Et là, c'est vrai que toi, tu proposes un avocat. Sébastien, il propose aussi un avocat, je me souviens. C'est ça. Donc en fait, on avait un tour de table de 3 avocats qu'on a challengé, on a audité, etc. Pour justement qui nous proposent la meilleure forme juridique possible. Donc on a eu plusieurs sons de cloche, SAS à capital variable, etc. On avait un peu tous les modèles. Et il y a un modèle particulier qui a retenu notre attention. C'est la SCA, du coup, la société en commandite par action. C'est plutôt ce modèle-là qu'on a décidé de creuser avec un acteur majeur, le cabinet Altarion sur Paris, qui nous a accompagnés. Et donc là, par contre, ça a été un travail de longue haleine, mine de rien. On a quand même mis quasiment 5 mois à constituer la foncière. Moi, j'ai l'impression que c'était un accouchement. On faisait des visios toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et après, c'est très complexe aussi. On rajoutait toujours des petits trucs au fil de l'eau. Il faut faire gaffe parce qu'on a créé quelque chose qui maintenant est rigide et on est content parce qu'on l'a bien créé. Il manque rien, il y en a pas trop non plus. Mais il y a des fois où on aurait pu en oublier un morceau. Donc, c'est vrai que c'était... on avançait, on reculait, on réavançait. C'était des visios. C'est un peu nous qui sommes attelés à cette tâche-là avec Charles Arthur. Ça a été sacrément long, effectivement, 5 mois pour bétonner le modèle. Beaucoup d'allers-retours, beaucoup de réflexions, beaucoup de jus de cerveau qui se sont mélangés pour effectivement mettre un modèle en place où les intérêts étaient parfaitement alignés et avec les meilleures caractéristiques possibles. Et là, je trouve que effectivement ça a payé dans le sens où on a fait un modèle qui est maintenant figé, bien en place et surtout qui est extrêmement sexy pour toutes les personnes à qui on le présente. C'était un sorte de brainstorming qui a duré 5 mois et en fait à chaque fois quelqu'un avait une bonne idée, on rajoutait et tout. Et c'est vrai que c'était... le modèle, je le trouve super intéressant, mais ça a été quand même assez fastidieux de le mettre en place. Ce qui était bien, c'était aussi de pouvoir partir du fruit de votre expérience, de se dire, parce que nous, on n'y connaissait trop rien en CPI, de se dire qu'est-ce qui ne va pas dans les CPI, quels sont les problèmes qu'on essaie de résoudre, parce que nous, de manière opérationnelle, on va acheter des immeubles qui sont rentables et on va soit les exploiter, soit les revendre, en gros, et faire notre activité d'accompagnement avec. Mais en dehors de ça, comment est-ce qu'on design le modèle, comment est-ce qu'on gère la fiscalité, comment est-ce qu'on gère les demandes de rachat, si ça vous intéresse, on a fait toute une vidéo avec Félix sur le sujet qui s'affiche maintenant autour de la vidéo. Donc ça a fait un paquet d'allers-retours. Et ensuite, tout a été un petit peu précipité parce qu'il y a un joli immeuble qui est arrivé, un peu trop tôt. Et du coup, on s'est dit, faut pas le laisser passer parce que c'est exactement la cible de ce qu'on veut dans la foncière, cet immeuble. Mais par contre, on n'est pas prêt, quoi. Donc, comment on fait, comment on le finance? La mécanique d'augmentation de capital n'était pas encore prête. Donc, c'est là aussi où les synergies ont été utiles parce que sans vous, on l'aurait jamais eu. Alors, sans nous, vous l'auriez jamais vu. Mais voilà, c'est tout l'intérêt de l'association.
Ça a été assez complémentaire, effectivement. Cet immeuble de mémoire, il nous avait été proposé au mois de décembre 2023, sous compromis à la mi-janvier 2024. Donc en fait, la foncière n'existait même pas. L'immatriculation, pour rappel, date de fin avril 2024. Holding perso avec Charles qui C'est ça. étions sous compromis, bien sûr sans condition de financement. Là aussi, on s'est un peu amis risque. Sur 1,2 million, on s'est fait confiance fort. C'est ça. C'est vrai, parce que sans condition de financement. Non, 1,2 million d'euros d'acquisition, donc une clause pénale à 120 000 euros grosso modo. Donc que nous avions bien sûr évidemment pas, hein, sinon c'est pas drôle. C'est ça, donc c'était assez challengeant, je me rappelle. Du coup, il a fallu trouver effectivement une mécanique de bridge en fait, de financement pour pouvoir closer cette première opération sans même avoir finalisé la constitution de la foncière. Donc c'était assez challengeant quand même comme prise de risque, mais bon, ça a quand même bien payé. Pour rappel, certes, c'était effectivement pour closer cette opération qu'on voulait surtout pas laisser passer, hein, qui est quand même l'immeuble de Saint-Rémy, pour remettre un peu dans le contexte, hein, c'est un peu l'immeuble vitrine de la foncière. Et donc surtout l'idée c'était de pouvoir commencer le modèle, donc démarrer le modèle vers avril-mai avec un modèle qui n'est pas vide. L'idée c'était de pouvoir présenter déjà des premiers biens aux investisseurs qui allaient participer à la première augmentation de capital. Je me disais mais attends, les gens vont investir dans une foncière qui existe que sur que sur papier, c'est juste du juridique quoi. Il y a absolument rien dedans et il y a vraiment des gens qui vont mettre de l'argent dans cette structure. C'est vrai que c'était bien d'avoir ce premier bien là qui pour moi c'était à la fois un peu stressant parce que du coup ça a précipité les choses, mais à la fois c'était cool parce que je pense que sans ça on aurait été entre guillemets plus long dans la prise de décision. On se serait pas dit on a un ultimatum à telle date et du coup ça aurait été peut-être un petit peu plus long dans le process, je pense. Qu'à un moment on avait envisagé aussi nous de mettre nos SCI sous la foncière. Ouais, nos SCI perso, pour pas que ce soit une coquille vide mais trop compliqué au niveau des banques où il faut leur demander leur accord pour bouger les parts sociales. On aurait été prêt à le faire. Oui, bien sûr. Mais du coup ça n'a pas été nécessaire grâce à cet immeuble qu'on a pu financer, alors d'une manière différente parce que la mécanique d'augmentation de capital n'était pas encore prête, donc sous un format obligataire avec un des clients du cabinet, et de l'autre côté sous un format bancaire aussi, où là aussi il a fallu aller chercher le financement de la SCI sous la SCA qui n'existe pas encore. C'était un peu compliqué. En fait ça a été fou parce que ça a été une super alliance de nos savoir-faire dans le sens où vous trouvez le client. Enfin moi je me souviens, on va pas parler exactement des montants etc, mais avec Charles on arrive à ce rendez-vous, du coup vous nous le présentez et c'est à la suite de ce rendez-vous est-ce qu'il investira ou pas entre guillemets pour qu'on achète l'immeuble, et en fait au bout de 30 minutes il nous donne une belle somme et on se dit avec Charles c'est cool quand même, ça marche bien. Quand on est entouré des bonnes personnes, ça peut aller très vite. C'est incroyable. On sortait, ça nous changeait de monde en fait. Je l'avais fait un rendez-vous préliminaire d'à peu près 1 heure où j'avais absolument pitché l'intégralité du projet. Donc il avait vraiment l'état locatif, il avait tout, il avait tous les chiffres et je l'avais laissé 2-3 jours pour se déplacer sur place, appeler ses contacts. Il est assez influent sur la région dans l'immobilier, donc il avait un carnet de contacts bien fourni et il a rapidement audité le projet et il a été complètement convaincu. Si vous le prenez pas, je le prends. C'est ça. Donc, ce qui était d'ailleurs le deal, si jamais la foncière voyait pas le jour. Ouais. Oui, parce qu'à l'époque, on savait pas si on allait être dans les délais, on savait pas. Ouais. C'est vrai que c'était quand même. Il était tellement qualitatif que même patrimonialement pour lui, c'était pertinent de le conserver. Donc c'était un peu, effectivement, on le remercie. Vraiment, la confiance était folle. Hein, quand il pense, je me dis, putain, moi, je sais pas si à titre perso, je l'aurais fait quoi. C'est la confiance parce qu'il y a le cabinet interposé. Bien sûr, mais c'est quand même. C'était ça. Donc le beau savoir-faire, trouver des clients qui sont solvables. Et nous, ça a été notre banque avec qui on avait vraiment fait pas mal d'immobilier, on a rencontré le directeur d'agence et qui a dit ok, je vous suis sur ce premier projet-là. Et en fait, le savoir-faire et le carnet d'adresse de chacun a fait qu'on a pu acheter ce premier immeuble et que la foncière a pu naître en fait. Un aliment des planètes. Ouais, c'est vrai que c'était un sacré moment, mais tu vois à l'époque je l'ai pas vécu comme un truc marquant en fait. Je sais pas, c'était juste c'était tellement une période un peu pas stressante, mais il y avait tellement de choses qui charnières, il y a tellement de choses qui se mélangeaient qu'en fait c'était juste une fatalité, elle allait naître et puis après derrière fallait trouver des biens quoi. En gros, on est en train de créer la foncière, en même temps on est en train d'acheter un immeuble alors qu'on n'a pas encore créé, qu'on attend les cabis et qu'il manque un passeport et que le cabis il arrive jamais et que du coup on peut pas avoir le prêt, il faut négocier avec tout le monde, mais en même temps nous on avait nos activités d'avant en fait. Donc on avait nos OP de marchand qu'on vendait, nos accompagnements parce que c'était la phase en fait on faisait entre deux. Il y a eu un an de transition en fait quand tu regardes à peu près, peut-être 6 mois, 6 mois de transition je pense, où on a fait bien les deux en parallèle, le temps de finir les dossiers qu'on avait fait de notre côté pour tout ensuite basculer les nouveaux dossiers sous la foncière. Ouais, bien sûr, on n'achetait plus à côté, on achète que pour la foncière. Ça partait dans tous les sens, donc il y avait beaucoup de choses à gérer. Et ensuite après la mécanique d'augmentation de capital était rompue et là on a rodé, et donc on a pu acheter 3 immeubles à la première augmentation de capital, celui dans lequel on est en ce moment, et 2 autres. Après il y a eu Champforgeil, place du Châtelet, là où on se trouve, et Neuville. Les 3 qu'on a achetés juillet-août 2024. C'est ça. C'était quoi le montant collecté de la première levée? Je l'ai plus en tête. 2 millions, un peu moins de 2 millions. Un peu moins de 2 millions d'euros, ouais. Sur 2 mois de collecte quoi. Pour vous ça peut peut-être paraître genre normal de collecter, mais pour nous avec Charles vraiment c'était le Père Noël quoi. Non mais 2 millions, tu collectes 2 millions d'euros
Quoi, c'était 3-4 mois? Je me souviens plus exactement. Ah oui, parce qu'avant, vous aviez pu en parler à vos clients Mais pour les prévenir que ça allait sortir, ouais. mais finalement, c'était pas possible de collecter tant que la mécanique d'augmentation de capital, elle n'existait pas encore. Et par contre, au moment de l'ouverture de l'augmentation de capital, là, ça a été assez efficace parce que tout le monde était dans les starting blocks. Mais c'est là aussi que tu as commencé à éprouver les trucs de PEA, PME, de papier à envoyer, des allers-retours. Enfin, c'est pas simple. Vraiment, il y a beaucoup d'étapes pour que ça fonctionne. C'est vrai que assez rapidement, en fait, on a eu les premières souscriptions dès mi-juin 2024. Ça a été très très vite. Les gens n'ont pas trop hésité en soi. Hein. Ça a été vraiment, même si le modèle était très jeune, les caractéristiques étaient tellement sexy que en fait, ça a été relativement simple. On avait effectivement bien préparé le terrain avec une présentation quand même préliminaire de ce qu'on avait dans les tuyaux, de la constitution. On avait quand même fait les choses dans le bon ordre. Non, ça a demandé vraiment beaucoup de taf. Ça a été une certaine pression parce qu'effectivement, il y avait toujours ces clauses pénales au début où on se positionnait sans condition de financement pour pouvoir acheter les immeubles dans les meilleures conditions et au meilleur prix surtout. Puis effectivement, il y avait toute cette mécanique d'inscription de titres non cotés dans les PEA et PEA PME où pour à peu près un tiers ou la moitié des actionnaires, ça avait été ce choix-là. Donc il avait fallu effectivement composer avec les différentes banques pour que ces inscriptions se passent dans les meilleures conditions. Ouais. C'était la première fois c'était la première levée, donc il y avait forcément des choses que tu peux pas tout anticiper en termes de documents, etc. Donc c'est vrai que c'était et les délais étaient très très courts. Puis même il y a des choses qu'on a, tu vois, moi j'avais pas dimensionné le fait que entre le moment où ton investisseur te fait le virement et que ça arrive sur ton compte, dans ma tête, tu vois, ça pouvait pas mettre 15 jours quoi. Mais en fait, ça peut mettre 15 jours. Ça peut mettre 2 mois. non, mais oui, mais ça, quand t'es dedans, en fait, tu vois, je pense que personne se dit, ça va mettre autant de temps juste pour passer d'un compte bancaire A à un compte bancaire B de la foncière, quoi. Tout ça, il faut aller l'anticiper. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine latitude, effectivement, sur les mécaniques, justement, d'augmentation de capital, de levée de fonds. Derrière, se mettre sous compromis avec des biens, etc., les mécaniques de déblocage. C'est une gymnastique à notre niveau, à mon niveau, pour assurer l'adéquation entre les acquisitions et les levées de fonds. Mais surtout, auprès des vendeurs, il leur a expliqué que on est des acquéreurs un peu particuliers, vous inquiétez pas s'il y a quelques délais qui peuvent se rallonger, des décalages de vente, etc. pour les réitérations, quoi. Et maintenant, donc 1 an plus tard, une grosse année plus tard, ça on a l'habitude. Même si, PEA, PME, on adapte encore un petit peu. Mais maintenant, c'est devenu normal pour nous, en fait. Ce qui était une exception il y a 1 an et où on apprenait en faisant, maintenant, c'est devenu notre quotidien. Et en fait, on s'en rend plus spécialement compte. Oui, maintenant, la mécanique est clairement rodée. Les augmentations de capital se font de manière très, très fluide. Les inscriptions au sein des différents PEA, PME sont grosso modo extrêmement bien fluides. Maintenant, on a beaucoup de visibilité. Du coup, forcément, on a beaucoup plus de capitaux et de visibilité, beaucoup plus de biens aussi. Donc, ça rassure aussi les investisseurs. Donc, on a beaucoup moins de difficultés entre guillemets à lever des capitaux, même si on en a jamais eu, même par rapport au jour 1. Non, moi c'est ce qui m'avait surpris, c'est de se dire quand même, pour retenir un truc, c'est quand même que les gens nous ont fait confiance. Alors, ça passait par l'image de marque du cabinet, mais quand même relativement. Enfin, tu vois, genre, on était personne en fait, et ces gens-là ont mis. Le ticket moyen, je pense, c'est à peu près 60 000 euros. C'est quand même des gens. Ils croient en toi, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve la journée la plus marquante, c'était la journée. On fait une journée avec les investisseurs. Tu vois, nous, ces gens-là, en fait, on les connaît pas. Enfin, on voit des montants d'argent, on voit des noms, et en fait, c'est quand tu vois les gens en face de toi, tu te dis, cette personne-là, elle croit en moi, et elle m'a confié une partie de son argent, de son épargne, pour le faire fructifier. Et ça, je trouve, c'est hyper touchant, en fait, de se dire, l'avantage de la foncière, c'est que du coup, vous gérez, toute la partie, on va dire, relation investisseur. Nous, avec Charles, on s'occupe plutôt de faire du développement foncier. Mais quand même, quand tu rencontres vraiment les gens, tu te dis, putain, c'est fou, il y a des gens qui nous font vraiment confiance, et ça te donne encore plus envie de faire correctement ton travail, je trouve. Ouais, c'est très vertueux. Et puis, même, de toute façon, c'était un peu ce qu'on leur avait dit. Quand on dit quelque chose, on le fait au sein de la foncière. Et c'était l'un des arguments aussi de notre modèle qui était très différenciant, c'était d'apporter plus de transparence et donc un aspect communautaire vraiment décuplé où chaque actionnaire, chaque investisseur qui est rentré dans le modèle peut du coup visiter les immeubles qu'on a achetés, dans lesquels eux ils ont mis leur propre argent. Et donc ça c'est quelque chose d'assez vertueux et ça a effectivement beaucoup plu. Au mois d'avril 2025, on a organisé la première matinale investisseurs. En plus, on a quand même terminé les différentes visites d'immeubles par un déjeuner. On a pu tous échanger de manière très libre. Donc ça permet de tisser un lien de confiance encore accru et de donner tout simplement un peu plus de visibilité et un caractère un peu plus tangible à de l'immobilier. C'est certes de l'immobilier papier, mais je pense que chacun a le droit de savoir dans quoi son argent est investi. Ouais, clairement, ouais. Et l'immobilier, ça reste ça, c'est de la pierre, c'est du tangible, c'est pour ça que c'est l'actif préféré des Français. Donc ce côté tangible, on a pu le retranscrire dans notre modèle par ces matinales et par les différents échanges qu'on a avec nos actionnaires. Donc ce qui serait intéressant maintenant, c'est de faire un point un peu sur les chiffres aujourd'hui et les objectifs qu'on se donne. Mais avant ça, à votre avis, il serait passé quoi si par exemple toi, tu avais été vraiment malade et que tu n'étais pas allé à la soirée ? On en serait où aujourd'hui ? Parce que cette soirée, c'était il y a 2 ans à peu près. Ouais. Donc du coup... C'est ça que des fois, je me le dis. Ouais.
Mais tu sais, après, c'est souvent, tu sais, c'est les vies parallèles, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça. Mais, C'est les univers parallèles. À chaque instant, il y a des trucs qui Ouais. qui se scindent si t'as fait le choix de Ouais, c'est vrai. oui ou non. Mais tu vois. surtout que vraiment, j'étais vraiment pas parti pour y aller, quoi. C'est ça qui est fou. Donc imagine, là, tu dis j'ai la flemme. Ouais. Je pense que peut-être qu'on aurait trouvé une autre rencontre marquante qui nous aurait peut-être fait gaper d'une autre manière, je sais pas. Mais je pense que quand même, cette foncière, c'est un projet qu'on avait. Enfin, on l'a toujours eu en tête, tu vois. Donc je pense qu'on y serait arrivé. Peut-être pas aussi bien, peut-être pas aussi vite. Peut-être qu'on sera encore en train de faire de l'accompagnement et essayer de développer notre patrimoine perso un peu de notre côté. Moi, je pense qu'on en serait peut-être là. Je en l'imagine un attendant. peu plus linéaire aussi, ouais. Ouais. Toi, Félix, tu serais où? Et qu'est-ce que vous proposeriez à vos clients si la foncière n'existait pas? Je pense que dans tous les cas, moi je suis resté conscient en gestion de patrimoine. Dans tous les cas, ça c'est ma passion et ça n'aurait pas eu vocation à changer. Je pense qu'on aurait mis de côté quand même les solutions immobilières classiques. Depuis qu'on a créé la foncière, c'est pas pour autant qu'on est reparti sur des modèles, on va dire, classiques qu'on avait pu connaître auparavant. Quand la déception est là et quand la confiance est rompue, on retourne pas forcément sur ces modèles-là. On serait tout simplement allé sur d'autres classes d'actifs, soit de l'immobilier en direct avec de l'accompagnement à notre niveau, soit tout simplement des placements standards, obligations, actions, private equity, des choses assez classiques, mais pas forcément d'immobilier papier parce que la conviction n'était plus là, quoi. C'est compliqué de dire parce que là, on n'aurait pas pu prédire ce qui nous a fait gaper. Ça se trouve, on a raté quelque chose de 10 fois mieux, mais. Bah, j'en suis Moi, persuadé, je suis- regarde ça. Enfin, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je suis irremplaçable. Non, franchement, aucun regret. Moi, j'ai bien aimé tout le process, même si il y a des moments, ouais, c'était stressant, Non, mais c'était évidemment, chaud, il y il y en a avait des- dans il y a tous du les sens. stress. Mais ouais, sans regret. Et moi, je me vois pas faire autre chose pendant les 10 prochaines années. Maintenant, c'est parti, quoi. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que on fait vraiment un métier qui nous passionne, en fait. Ouais. Et on a un degré de liberté qui est important, même si on rend compte à nos actionnaires. Pour le coup, on a vraiment réussi à équilibrer entre le côté, c'est pas vie perso, vie pro, mais c'est comment tu as envie de pouvoir te comporter dans ta vie pro. Parce qu'une crainte qu'on avait un petit peu, que tu avais un peu plus que moi, c'était, avant, on était tous les deux salariés chez Vinci, et de se dire, attends, est-ce qu'on va pas retourner avec un truc où il y a 10 000 strates, faut faire valider dès que tu veux dépenser 1000 balles à 10 personnes. De toute façon, avant de l'avoir créé, personne ne savait à quoi ça allait ressembler. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde trouve son compte, on se parle quand on a besoin de se parler, mais sans plus se rendre de compte, ni les uns ni les autres. On a vraiment le réflexe de se dire, bah tiens, là j'ai besoin de ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Après le tournage de cette vidéo, on a besoin de te demander ton avis sur des choses, on va le faire. Et pour des petits détails, on ne sollicite pas pour autant, et toi tu nous fais confiance sur le fait de gérer correctement sur les petits détails. Ouais, chacun a bien trouvé sa place, je trouve, dans le modèle. On travaille en bonne intelligence. On a beau être 7, ça peut paraître important en termes d'associés fondateurs, mais au final, chacun a bien sa place. Moi, je suis plutôt sur la partie relations investisseurs, responsable opérationnel pour assurer qu'il n'y a pas trop de grains de sable dans les rouages, mais tout se passe extrêmement bien en termes de... On sait se faire confiance et on sait déléguer en fonction des différentes missions qu'on doit réaliser. Je trouve qu'on a quand même réussi à mettre en place quelque chose de super fluide et toujours dans l'intérêt des actionnaires, quoi. Clairement. Donc du coup, aujourd'hui, là sur la foncière, on a en termes d'actifs, si on prend locatif, marchand et trésor, on doit être à un peu moins de 8 millions d'euros. Ouais, Pour de ça, après 8, 60 lots et quelques. Un peu plus de 60 location lots, plus un peu de stock marchand, même si le marchand, là, on est en train de passer pas mal de ventes. En gros, on a fait autant que ce qu'on avait fait en 10 ans, on l'a refait en un an, donc c'est cool. Et maintenant, qu'est-ce qu'on se met comme objectif pour l'avenir? Toi, t'es très fort pour les objectifs. Oui, j'ai posé la question, donc je vous renvoie la balle. 50 millions pour la semaine prochaine, non? C'est pas ce que tu vas Ah ouais, nous mais non, mettre. mais il faudra les déployer, là, t'auras un problème. Moi, je dirais un objectif entre 15 et 20 millions d'euros d'actifs sur la deuxième année, ce serait intéressant. De l'actif plus ou au total? Au total, moi je dirais en cumulé. Ouais. Donc en gros, faire entre x2 et x3 par rapport à aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Après, voilà, faut rester humble, c'est le marché qui donne, entre guillemets. Donc je veux pas qu'on dénature, entre guillemets, notre recherche pour acheter, quoi. Mais je dirais que c'est un bon objectif et ça me semble atteignable, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. À peu près 8 millions d'acquisitions sur 2026, ce serait quelque chose de bien. Entre 15 et 20 millions. Et puis l'année d'après, si tu refais à peu près la même métrique, ça fait entre 30 et 40 en fonction de. Mais je trouve croître comme ça, lancement, enfin, c'est quand même des fois deux. Mais surtout bien garder la maîtrise de notre parc. Tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'on a une super maîtrise grâce à Mélanie de la gestion locative. C'est plutôt bien fait comme ça et j'aimerais pas faire un x4 d'un coup, boum, et en fait casser tout ce qu'on a construit progressivement. Enfin voilà, je préfère qu'on y aille plus doucement, mais qu'on soit sûr de ce qu'on fait, quoi. Ouais, tu payes tout plus cher, parce que tu payes le bien plus cher, mais après tu payes les artisans plus cher. C'est ça. Tu gères moins bien, donc tu as de la vacance locative, ou alors tu payes des gestionnaires moins bons ou plus chers. Et donc le fait de surcollecter, de surcollecter et donc d'acheter des choses qu'on n'aurait pas achetées sans cette surcollecte, c'est une mauvaise idée. Non, mais c'est ça, je pense que c'est bien effectivement d'avoir des objectifs ambitieux ou pas, mais par contre il faut que la croissance soit saine et donc effectivement ne pas dénaturer
dénaturer le parc, ou en tout cas la thèse d'investissement, parce qu'on a eu une collecte abondante, entre guillemets. Et voilà, l'idée, c'est vraiment avoir une croissance saine, potentiellement diversifier encore un peu plus le parc géographiquement. Mais la typologie des actifs restera du résidentiel à grosse prépondérance, 90% du parc. C'est des immeubles de rapport en monopropriété dans du résidentiel. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on... Pas dénaturer l'ADN même de la foncière. C'est ça. Quoi, et c'est pas parce que on collectera 6 ou 7 millions d'euros qu'on ira sur des centres commerciaux ou des bureaux à la Défense. Non. Enfin, on choisit le montant qu'on collecte. Donc en fait, si on a 2 millions de trop, en fait, on va juste pas rouvrir d'augmentation de capital et on prendra le temps de les déployer sainement. Exactement. Et en plus, plus le temps passe, plus on a d'actifs sous gestion, plus tout ce qui est frais fixes est lissé. Les bureaux, la main-d'œuvre, ainsi de suite, en fait, ça se divise par un montant de loyer. Plus on avance en montant, moins on est risqué vis-à-vis de ça. Et plus on est rentable. Bon, content de cette rencontre. Sans regret. Merci à tous pour votre attention. Si la foncière c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a une vidéo qui s'affiche en ce moment autour de l'écran où vous allez voir en détail notre proposition de valeur, donc qu'on détaille avec Félix pendant 1 heure, c'est ça, la vidéo fait 1 heure. Hein. Donc voilà, celle-ci, faut s'accrocher, mettez-la de côté et puis regardez-la quand vous avez du temps. Merci de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. À bientôt. Merci à tous.